Vers 1h30, le bébé n'était toujours pas sorti. Une interne est venue, a mis la moitié de son bras dans mon ventre, sans m'expliquer ce qu'elle me faisait, ni même demander mon consentement. Elle essayait de tourner le petit, avec des spatules, mais elle n'y est pas arrivée. Ils ont donc appelé le gynécologue. Il a pris des ciseaux et des spatules, et il est allé. Lui non plus ne m'a rien expliqué. Il ne m'a pas demandé si j'étais d'accord que l'on me fasse une épisiotomie, si je ne préférais pas une césarienne, sachant que le bébé avait du mal à descendre. Il a sorti mon fils et il est parti. La péridurale ne faisait plus effet. J'ai donc été recousue à vif. Je lui ai dit qu'elle me faisait mal. Elle me disait que c'était dans ma tête et qu'il fallait serrer les dents. C'était juste un mauvais moment à passer. Ce témoignage terrifiant est le témoignage d'Émilie, témoignage qu'elle nous livre en 2018 sur le site web auféminin.com. Mesdames, messieurs, membres du jury, je souhaite ce soir défendre la cause de ces femmes violentées et marquées à tout jamais alors qu'elles s'apprêtaient à donner la vie. Je veux défendre ces femmes qui subissent des violences gynécologiques et obstétricales. S'il n'existe pas de définition juridique pour ce type de violence, Marie-Hélène Lahaye, juriste, les qualifie de comportement, acte, omission ou abstention commis par le personnel de santé, qui n'est pas justifié médicalement et ou qui est effectué sans le consentement libre et éclairé de la femme enceinte ou de la parturiente. Ces violences existent depuis longtemps, mais ce n'est que depuis 2014 que la parole se libère, en particulier sur Twitter, où des femmes, sous le hashtag Paye ton utérus, livrent des témoignages plus édifiants les uns que les autres. Alertée par l'ampleur du problème, Marlène Schiappa, alors secrétaire de l'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, commande un rapport au Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes en 2017. Rapport qui lui est remis le 29 juin 2018. On y apprend que ces violences peuvent prendre des formes très variées, des plus anodines en apparence aux plus graves. Commentaires déplacés de la part du soignant sur le physique, la sexualité, l'orientation sexuelle. Ce peut être aussi le non-respect de la pudeur des patientes, à qui nombre de médecins imposent la nudité lors des examens, au lieu d'ausculter sous un drap. Certains témoignages évoquent même des touchés vaginaux, ou bien encore des cas de harcèlement sexuel ou de viol. Ce peut être aussi des actes médicaux réalisés sans le consentement de la personne, comme par exemple un accouchement précipité, une césarienne précipitée, alors que le bébé aurait pu sortir par le vagin, ou bien encore une épisiotomie abusive. Afin de mieux comprendre la réalité de ce geste, le journal Le Monde a collecté des données sur les épisiotomies dans toutes les maternités de France en 2016. Le résultat est très alarmant et montre des disparités très fortes, allant de 0,3% à 45% des accouchements, avec une moyenne nationale de 20%. On apprend aussi dans le documentaire « Tu enfanteras dans la douleur » diffusé sur Arte en juillet dernier que 21% des femmes subissent des violences obstétricales et que 64% des épisiotomies se font sans le consentement. Un tiers des accouchements termine par l'usage de spatules, ventouses ou forceps. De nombreuses femmes indiquent avoir subi des césariennes ou d'avoir été recousues à l'issue d'une épisiotomie à vif. Les conséquences sur la santé physique et mentale sont multiples. Perte de l'estime de soi, état de stress post-traumatique, séquelles au niveau du périnée, lésions périnéales avec de fortes douleurs quotidiennes et contraignantes, altération de la vie sexuelle, dégradation de la relation avec l'enfant et avec le partenaire. Certaines femmes présentent les symptômes que l'on constate habituellement à l'issue d'une agression sexuelle. Ces soignants, acteurs de gestes inappropriés, auront le serment d'Hippocrate, texte par lequel les médecins s'engagent à respecter toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leur conviction, mais aussi à intervenir pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. La loi Kouchner du 4 mars 2002, quant à elle, stipule que le médecin doit respecter la volonté de la patiente. Et ce consentement peut être retiré à tout moment. Au-delà du droit français ici bafoué, ces violences constituent donc une grave atteinte aux droits humains relatifs de la Convention européenne des droits de l'homme.
ou bien encore par l'article 12 de la Déclaration européenne des droits de l'homme. J'y vois également une remise en question de l'article 5 de cette même déclaration qui assure que nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Si ces violences présentent un caractère massif, une femme sur 10 subit des violences obstétricales. Je n'accuse pas pour autant tout le personnel de santé d'en être à l'origine. Celles-ci sont même parfois le fait que de soignants ou de soignantes n'ont pas l'intention d'être maltraitants. Ainsi, ces violences sont une des conséquences de l'état de délabrement dans lequel se trouve l'hôpital aujourd'hui. Le manque de moyens, le manque de personnel, la charge administrative. Les contraintes réglementaires pèsent sur le métier et empêchent les soignants de s'occuper correctement des patientes. La surcharge des patients transforme les soignants en maltraitants. Elles peuvent aussi s'expliquer par une mauvaise formation des soignants ainsi qu'une acceptation culturelle de la douleur. Une femme se doit même de souffrir pour donner la vie. Le rapport remis à Marlène Schiappa propose 3 modes d'action pour en finir avec ces violences. Multiplier les enquêtes sur les pratiques gynécologiques, améliorer la formation des soignants, mieux informer les femmes sur leurs droits. Ces dispositions vont dans le bon sens, mais cela est encore largement insuffisant. Il est donc urgent d'investir massivement dans l'hôpital. Achat de matériel, recrutement de personnel. Il est aussi possible de développer davantage les accouchements à domicile, comme c'est le cas dans de nombreux pays européens. Il est enfin nécessaire de revoir les pratiques en réhabilitant par exemple la méthode Lamaze, qui en s'appuyant sur des techniques de respiration, favorisant un accouchement conscient et sans douleur. Mesdames, messieurs, les femmes ne demandent finalement qu'une seule chose, qu'on les écoute et qu'on les considère comme des personnes capables de savoir ce qui est bon pour elles. Écoutez-les davantage pour qu'enfin donner la vie ne soit plus un enfer. Merci Céline pour ta plaidoirie. Je te remercie.